Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année du collège, l'influence de l'érosion sur les paysages géologiques. Alors, activité 1, qu'appelle-t-on modeler d'un paysage et quels sont les facteurs dont il dépend? Comme vous allez le constater, nous avons un certain ensemble de paysages géologiques. On voit très bien qu'ils sont tellement différents du point de vue relief, du point de vue forme. Ceci nous permet de dire qu'à modeler d'un paysage, il s'agit tout simplement de sa forme et ses reliefs. Il dépend des propriétés de la roche et de l'ensemble des phénomènes qui agissent sur le paysage tels que l'érosion. Activité 2, définir l'érosion et déterminer les principaux facteurs de l'érosion. Comme vous allez le constater, nous avons un certain ensemble d'agents d'érosion. Effectivement, les vagues marines, glissement des glaciers, eau de pluie et bien sûr le vent. Bien sûr, sans oublier, bien sûr, les cours d'eau. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, les agents d'érosion sont nombreux. L'érosion peut se faire par l'eau, comme vous le constatez. Cette érosion peut prendre la forme de vagues. Dans le cas, bien sûr, des vagues qui frappent les falaises, l'écoulement des fleuves, comme nous l'avons déjà vu, ainsi que des événements de précipitation, bien sûr, le cas de la pluie, puisque 1 mètre cube d'eau pèse 1 tonne métrique, 1000 kg, donc le mouvement des eaux a des possibilités érosives très importantes. Un autre agent d'érosion, c'est par la glace, nous l'avons déjà dit, donc la glace provoque l'érosion de deux façons. Les glaciers peuvent transporter d'énormes quantités de roches qui sont ensuite déposées loin de leur région d'origine. L'expansion de la glace causée par le gel et le dégel crée des fissures dans les roches et résulte de ceci, bien sûr, la décomposition de la roche. L'érosion causée par la température, par le changement de température, bien sûr. Dans ce cas-là, bien sûr, on dit que la contraction et l'expansion des roches résultent des changements continuels de la température au-dessus et au-dessous de 0 degré Celsius. Ces changements sont très petits, mais après des milliers d'années, ces changements peuvent briser la roche en petits morceaux. L'érosion par le vent, donc les vents violents peuvent bien sûr entraîner le sable et même des particules comme vous le constatez. Ces particules sont lancées contre d'autres roches qui sont ensuite érodées. L'érosion par les plantes aussi, effectivement, par les racines des plantes. Donc les racines des plantes grandissent, comme vous le constatez, à l'intérieur des fissures des roches et vont les forcer lentement à briser la roche en petits morceaux. Effectivement, la définition de l'érosion est donc c'est la désagrégation des roches, c'est-à-dire la transformation d'une roche mère en produit détritique en petits morceaux. Conclusion, donc les principaux facteurs de l'érosion sont l'eau de pluie, comme nous l'avons déjà dit, les vagues marines, les variations de température entre le jour et la nuit, le vent, glissement des glaciers, sans oublier bien sûr les racines des plantes. On peut classer ces agents d'érosion selon, comme vous allez le constater, agents mécaniques, agents chimiques, des agents physiques. Tout, bien sûr, ces agents d'érosion vont affecter les paysages géologiques et les roches qui les constituent. Comme nous l'avons déjà dit, bien sûr, c'est une animation en arabe, mais ce n'est pas grave. Donc, le cas des falaises, bien sûr, qui vont subir, bien sûr, une érosion par les vagues. C'est une érosion mécanique, effectivement. L'érosion par l'eau de pluie, comme vous allez le constater, effectivement, l'eau de pluie, bien sûr, peut provoquer une double érosion, érosion mécanique et érosion chimique, comme on va le montrer juste après. Effectivement, érosion par, bien sûr, par les glaces, comme vous allez le constater, effectivement, le glissement des glaces va provoquer bien sûr une érosion, comme vous le constatez. Effectivement, voilà. Le gel et le dégel, voilà. Le gel et le dégel, lui aussi, bien sûr, on peut le considérer comme agent d'érosion. Comme vous le constatez, l'eau de pluie va s'infiltrer, surtout au niveau des montagnes. Pendant la nuit, la température devient plus basse, donc au-dessous de 0 degré Celsius. Donc, l'eau va passer de l'état physique liquide à l'état, bien sûr, solide. Ceci va entraîner, bien sûr, l'augmentation du volume de l'eau
et entraîner bien sûr, comme vous le constatez, il va briser les roches, il va les transformer en petits morceaux, effectivement, comme nous l'avons déjà expliqué. Activité 3, expliquer comment l'eau de pluie peut agir sur les terrains calcaires, sur les paysages géologiques calcaires. Nous avons un tableau comparatif de la composition de l'eau de pluie et d'une eau ayant circulé dans des roches calcaires. Comme vous le constatez, l'eau circulant dans le calcaire, elle est très chargée en Ca++. On voit très bien que le HCO3- est aussi, bien sûr, sa teneur est plus élevée dans l'eau circulant dans le calcaire. Ceci, bien sûr, nous permet de dire qu'il y a une réaction chimique entre l'eau de pluie, H2CO3, puisque l'eau de pluie est chargée en dioxyde de carbone, avec le carbonate de calcium qui est insoluble, qui va se transformer bien sûr, en hydrogénocarbonate de calcium qui est soluble. Celle-ci, bien sûr, va circuler avec l'eau, laissant sa place, bien sûr, vide, comme on va le voir. Effectivement, ceci va entraîner, comme nous l'avons déjà dit, l'eau de pluie chargée en dioxyde de carbone s'infiltre, bien sûr, par les fissures des roches calcaires et va les altérer, ce qui fait libérer les éléments chimiques de la roche calcaire sous forme de soute de l'eau. Ceci, bien sûr, va entraîner la formation de ce paysage caractéristique, bien sûr, des paysages calcaires, des roches calcaires. Comme nous l'avons déjà dit, bien sûr, l'eau de pluie chargée en dioxyde de carbone s'infiltre par les fissures. Le calcaire va se transformer en calcaire insoluble en calcaire soluble, c'est l'hydrogénocarbonate de calcium. Ceci explique bien sûr la formation de gouffres, de grottes et bien sûr des galeries, ce qui caractérise, comme je l'ai déjà dit, les paysages géologiques calcaires. L'explication, bien sûr, l'eau de pluie, comme nous l'avons déjà dit, chargée en acide, en CO2, dioxyde de carbone, s'infiltre par les fissures des roches calcaires et les altère, ce qui aboutit à une dégradation partielle des minéraux constitutifs de ces roches, libérant ainsi leurs éléments chimiques, se forme dissoute dans l'eau. Activité 4, expliquer comment l'eau de pluie peut agir sur les terrains granitiques. Donc les terrains granitiques, bien sûr, se caractérisent par ce qu'on appelle les chaos granitiques. Donc l'altération des roches caractérisée par une dégradation partielle des minéraux constitutifs de la roche. Comme vous le constatez, nous avons un granit sain au débit, bien sûr, va se transformer en granit altéré et en troisième étape, bien sûr, on va obtenir ce qu'on appelle une arène granitique. Pour comprendre, bien sûr, on va suivre l'évolution de la composition minéralogique du granit. Le granit est une roche constituée de trois minéraux, le quartz, le feldspath et le mica. Nous avons l'axe vertical représente le pourcentage des minéraux, bien sûr, l'intensité, l'axe horizontal, l'intensité de l'altération. Donc, la teneur, le pourcentage en quartz ne change pas, donc il ne subit aucune altération, alors qu'on voit très bien que le pourcentage de feldspath diminue, de même celui du mica, ou ce qu'on appelle aussi le biotite mica noir. Alors que le pourcentage de l'argile, il augmente, ceci montre bien que le feldspath et le mica se transforment bien sûr en argile, alors que le quartz, bien sûr, reste sain, il ne subit pas d'altération. Donc, produit d'altération du granit, arène granitique. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, notre granit est une roche bien sûr compacte, constituée des trois minéraux que vous savez maintenant, le quartz, le mica et le feldspath. Sous l'action de l'eau de pluie acide, comme nous l'avons déjà dit, chargée en dioxyde de carbone, on voit très bien que le feldspath et le mica vont se transformer en argile. Le quartz reste sain. On obtient dans un premier temps un granit altéré, mais ensuite, bien sûr, notre granit altéré va se transformer en arène granitique, bien sûr constituée, bien sûr, d'argile et de quartz. Effectivement, granit sain, granit altéré, nous avons l'arène granitique, bien sûr, qui est constituée d'argile et de quartz. Nous l'avons déjà dit, donc le mica et le feldspath seront altérés, transformés en argile. Les étapes de la formation d'un chao granitique qui caractérise bien sûr les paysages géologiques granitiques. Étape 1, massif granitique, donc l'eau de pluie s'infiltre par les fissures, parcourt le massif. Étape 2, c'est l'infiltration de l'eau va provoquer l'altération de la roche, il devient friable, c'est du granit altéré, formation
pas encore bien sûr, et formation par la suite de l'arène granitique comme nous l'avons déjà expliqué. Et étape 3, bien sûr, les eaux de pluie vont entraîner par ruissellement les éléments meubles de l'arène granitique et va dégageant ainsi des boules de granit, c'est bien sûr, comme je l'ai déjà dit, qui caractérise bien sûr les paysages géologiques granitiques qu'on appelle bien sûr le chaos granitique. Une petite explication, donc l'eau de pluie chargée en acide, en dioxyde de carbone s'infiltre par les fissures des roches granitiques et les altère. Elle altère bien sûr précisément le feldspath et le mica, ce qui aboutit à la transformation chimique du feldspath et du mica en argile. Le quartz ne subit pas d'action chimique, le granit se transforme en arène granitique. L'essentiel de ce que nous avons dit, donc le modèle des paysages évolue au cours du temps sous l'action de différents agents d'érosion que nous avons déjà cités. L'eau sous forme liquide ou solide est le principal agent d'érosion, bien sûr sans oublier le vent et de transport de ces roches. Merci.